Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S601 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 mars 2023. Cette émission vous est présentée par le Lumix S5 Mark II, le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Nous sommes de retour avec le journaliste spécialisé Louis Royer pour parler d'autofocus. L'autofocus est un vaste sujet qui peut être abordé par le prisme du boîtier, mais aussi par celui de l'optique. Alors on va essayer de traiter les choses un peu dans l'ordre et commencer par nous intéresser au boîtier, et plus particulièrement aux différentes technologies que l'on peut rencontrer. Alors schématiquement, le système autofocus d'un appareil photo pilote le mouvement des lentilles qui sont à l'intérieur de l'objectif pour qu'il projette sur la surface du capteur une image nette, et ce en fonction de la distance du sujet que l'on souhaite voir nette sur son image. Sur un hybride, contrairement au réflexe, la mise au point se fait directement et uniquement sur le capteur de l'appareil. Il s'agit d'un système autofocus passif hybride qui combine de la détection de phase et de la détection de contraste. Nous avons demandé au journaliste Volker Gilbert de nous expliquer comment fonctionne la majorité des systèmes autofocus embarqués dans les hybrides. On l'écoute. Déjà, il faut savoir que les 2 concepts, donc la détection de contraste et la corrélation de phase, ils existaient déjà avant dans les réflexes. On peut dire que la détection de contraste part du principe que plus une image est nette, plus elle est contrastée. Donc, afin de trouver le réglage de mise au point le plus approprié, elle fait alors parcourir à l'objectif toute la plage de distance disponible, et le processeur dédié à la mise au point choisit ensuite la distance de mise au point à laquelle le contraste est le plus élevé. Donc, pour la détection de phase ou alors la corrélation de phase, il s'appuie traditionnellement sur un module autofocus qui est intégré au plancher de la chambre réflexe, qui repose en fait sur un système sophistiqué qui divise une partie de la lumière recueillie par l'objectif en autant de paires de faisceaux que le boîtier propose de collimateur de mise au point. C'est donc après, en comparant les signaux électriques en provenance des différents faisceaux, que le système AF parvient à déterminer la distance de mise au point correcte. Si le réglage est correct, la distance entre les 2 signaux correspond à celle qui sert d'étalon au microprocesseur AF. Dans les appareils hybrides, en fait, on marie les 2 concepts, parce que si on n'utilisait que le système de contraste, on aura le problème que l'objectif doit faire des allers-retours pour trouver en fait le contraste le plus important, et ça prenait beaucoup de temps dans les premiers boîtiers. Donc ce qu'on fait maintenant, qu'on intègre en fait ce principe de corrélation de phase ou de détection de phase directement au capteur, et de pouvoir positionner en fait des capteurs sur quasiment toute la surface du capteur de l'appareil photo, et ainsi on peut couvrir vraiment une très, très large plage AF. Mais bon, sachant que tu as plusieurs millions de photosites, en fait, le fait de placer genre à milliers de capteurs en fait et de les dédier à la seule mise au point, en fait, ne pose aucun problème. Parce qu'on a déjà, en fait, sur un capteur de 12 mégapixels, par exemple, on a plusieurs centaines de mégapixels qui ne servent qu'à des tâches, en fait, par exemple, pour déterminer le point noir, etc. Donc, en fait, on peut dire dans un capteur, de toute façon, il y aura pas toutes les photosites qui participent à l'image finale. Dans un système d'autofocus, en fait, il y a justement 2 phases. En fait, il y a une mise au point qui sert plus ou moins en fait à rentrer la balle sur le terrain. C'est-à-dire on va vraiment établir en fait une mise au point plus ou moins précise, et après on va affiner en fait. Donc on utilise l'un, et là je suppose que c'est l'autofocus de contraste justement, pour avoir une mise au point rapide, et ensuite on utilise la corrélation de phase en fait pour affiner et pour avoir un résultat plus précis. Ouais, c'est toujours un plaisir d'entendre Volker, qu'on salue et qu'on remercie une nouvelle fois pour ses explications très pointues, mais très claires. Alors du coup, l'autofocus hybride à détection de phase et de contraste, c'est la seule technologie qu'on retrouve dans les hybrides actuels, Louis? Ou il y en a d'autres? Alors, il y en a c'est assez, c'est à la fois la seule et pas les seules. Enfin,
On retrouve la détection de contraste. On retrouve plus rarement la détection de contraste seule. De toute façon, maintenant, ça existe quasiment plus, à part chez Panasonic dans des boîtiers un peu plus anciens. Bon, y a... Chez Leica aussi. Ouais, alors, le Q2, ouais. chez Sigma. Chez des boîtiers qui... Non. Alors moi, j'ai vu Sigma FPL récemment, ils utilisent la corrélation de phase en fait. Donc ils utilisent un peu les deux. C'est toujours un peu compliqué de savoir qui fait quoi, Leica utilise la détection de contraste parce que ils reprennent, attention, spoiler alert, beaucoup de technologies de Panasonic, mais faut pas le dire. Et même Panasonic, pendant longtemps, ils ont défendu la détection de contraste. Après, ils l'ont amélioré avec la technologie DFD, qui est censée accélérer la détection de contraste, qui est quand même Depth en fait from defocus. Et ça, on le retrouve sur tous les hybrides micro 4 tiers d'ailleurs, et les premières générations de Lumix S. Alors tous les hybrides micro 4 Non, tiers, parce que non, c'est parce 2014, qu'Olympus, je crois. non, enfin OM Oui. System je fonctionne parlais avec la corrélation de phase. Des hybrides Mais les micro 4 hybrides tiers Lumix G, ouais. oui. Non, mais précisons quand même Oui, ça. depuis 2014, effectivement, ils ont tous ça parce que c'est la détection de contraste qu'on n'a pas dit, c'est que c'est plus lent en fait. C'est ça qui a été introduit au départ sur les hybrides, parce que la corrélation de phase n'est arrivée qu'après, parce qu'initialement, comme on disait, en fait, la corrélation de phase c'était intégrée sous la chambre réflexe et c'était pas intégré au capteur directement. Un hybride n'ayant pas de chambre réflexe par définition, et on n'arrivait pas à intégrer la corrélation de phase au capteur. Ils avaient tous une détection de contraste et c'était assez lent. Mais progressivement, Canon, Sony, Nikon, etc., ils ont pu intégrer la corrélation de phase à la détection de contraste à leur capteur et ça va aller beaucoup plus vite. Et Panasonic a un peu tardé, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils avaient un stock de capteurs avec du DFD à écouler? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils arriveraient à rattraper le retard? Ils ont vraiment tardé avant d'installer enfin la corrélation de phase avec le S5 Mark II en fait. Cela dit, plus lent, oui, surtout quand il y a moins de lumière, parce que finalement la détection de contraste, elle repose sur la détection de la netteté, donc d'un sujet suffisamment mis en lumière. Ouais. Mais donc dès qu'on est en basse lumière, c'est vrai. Sinon, il faut passer par des systèmes actifs d'assistance. Donc l'émission d'un faisceau, par exemple, le faisceau d'assistance AF ou le flash. Et effectivement, là, c'est et le faisceau d'assistance AF, je sais pas pour vous, mais moi, presque je le désactive. Moi, c'est le premier truc avec le bip sonore du système autofocus que je coupe quand je configure un boîtier. Moi, le bip de l'autofocus, il me rassure, moi, personnellement. Parce que le faisceau AF orange dans la tête des gens, ça me rappelle l'impression d'avoir des réminiscences d'un temps passé lointain quand tu prends une photo discrète par basse luminosité qui se prenne un grand flash orange dans la tête. Et puis tu peux gâcher les photos d'un confrère. Oui. Et alors ça, éventuellement. Alors, tu l'as évoqué, et Volker l'a évoqué aussi, la détection de phase, finalement, c'est une technologie qui est très ancienne, qui date des réflexes. Mais la détection de phase sur le capteur, c'est pas si jeune que ça, puisque c'est arrivé au moment des réflexes, quand la technologie du live view, la visée à l'écran, commençait à se démocratiser. Et c'est Canon qui, pour la première fois, sur l'EOS 70, qui date de 2013, a introduit la technologie qu'on appelle le dual pixel, qui est toujours utilisée, améliorée évidemment, sur les hybrides actuels. Oui, sur le 70D, parce que l'EOS 70, je pense que c'était... Désolé, l'EOS 70D. Il n'y avait pas de live view. Et effectivement, c'est la technologie dual pixel de Canon qui est toujours utilisée aujourd'hui, qui a été peaufinée, qui a été bombardée à l'IA, etc., mais qui marche redoutablement bien. Il faut le dire, Canon, ils sont très très forts là-dedans. Et ça déçoit pas beaucoup. Alors, quand tu commençais à l'utiliser sur des réflexes, le mode live view, quand ça a été introduit, moi je me souviens, c'était quand même qu'un AK, ça tâtonnait. Au début. C'est surtout les optiques qui n'étaient pas mais après, conçues pour aussi. Quand moi, ce qui m'avait vraiment bluffé à ce niveau-là, c'était sur leur dernier gros réflexe, qui est l'Index Mark III, donc leur sport, coûte le prix d'une voiture et tout ça. Et lui, il est plus efficace en visée live view qu'en visée réflexe. Alors c'est le comble. Alors c'est un truc, il fait 7,5 kg, il est énorme, tu le tiens à viser l'écran, t'as un focus, il est plus rapide et plus précis quand tu te regardes dans ton viseur réflexe. Donc ça a vraiment marqué pour moi le tournant était déjà acté par Sony depuis quelques temps avec l'autofocus. Mais là, tu te dis, si même eux, ils te sortent un réflexe hyper haut de gamme et finalement il est meilleur quand il est pas en réflexe, là, je pense qu'au quand même, on a passé un cap décisif avec le live view et la corrélation de phase intégrée au capteur. Et en tout cas, tout ce qu'on dit, ça assoit finalement la domination et l'autorité de la détection de phase par rapport à la détection de contraste. Une petite devinette. Quels sont les deux hybrides actuellement sur le marché qui n'ont tout simplement pas d'autofocus? Alors, il y a forcément un Leica, non? Après, est-ce que hybride, c'est ça? Moi, j'ai toujours sur les télémètres. Est-ce que c'est un hybride, pas un hybride? Le premier hybride, 24-36, c'était un Leica. Bruno, on pense à toi. Voilà. Oui, absolument. Les deux, qui n'ont pas de le Leica M11 et l'autre, du coup, le Pixie, le Pixie, Cocorico. Mais du coup, est-ce que les télémètres sont des hybrides?
Oui. Dans le sens. Ils ont jamais eu. Objectif, enfin appareil, objectif interchangeable. Ouais, mais sans mirrorless, à visée électronique. Alors, le télémètre, mais posé dans le live view, oui. Ouais. À partir du moment où il y a live view, pour moi, il y a des appareils qui n'ont pas de viseur ou auxquels on peut greffer un viseur optique qui sont désignés comme des hybrides. Donc, à partir de ce moment-là. J'ai lancé un débat qui n'est pas le sujet de cette émission. On s'est égaré. Bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionne l'autofocus, on va parler un peu performance. Donc, on l'a déjà évoqué. Panasonic vient tout juste de lancer son nouveau Lumix S5 II qui inaugure pour la première fois dans l'histoire de Lumix un système autofocus hybride à détection de phase et de contraste. On a échangé avec le vidéaste Benjamin Tanto qui anime la chaîne YouTube Derrière la caméra et qui a testé en profondeur cet appareil et ce nouveau système autofocus. On écoute ses impressions. Alors, est-ce que cette première version Lumix est déjà au niveau de ses concurrents, par exemple Canon, Nikon ou Sony ? J'ai envie de dire, on n'est pas très loin, on n'est vraiment pas très loin. Moi, j'ai fait la comparaison, j'avais les deux boîtiers vraiment côte à côte, Lumix et Sony. J'avais un A7 IV, un Sony A7 IV, et sur des suivis en vidéo, par exemple le sujet qui se dirige vers la caméra, qui repart, qui s'éloigne, qui revient, qui rentre dans le champ, qui sort, on a quasiment la même chose. Très honnêtement, pour moi, je ne voyais pas de différence. Il est également très bon en basse lumière, il se débrouille. Alors, il ne faut pas que ça soit trop sombre non plus, mais il reconnaît le sujet et il reste dessus. Il y a beaucoup moins d'effets de pompage qu'on avait avec la détection de contraste. Je dirais s'il y a des choses à améliorer, bon, déjà, on peut toujours améliorer un petit peu la vitesse, la sensibilité de l'autofocus. Ce qui pourrait s'améliorer, c'est aussi les modes de sujets à détecter. Jusqu'à présent, il y a un mode de reconnaissance humain, il y a le face et eyes, donc le visage et les yeux, et il y a un mode animal plus humain. On ne sait pas exactement ce qu'ils mettent dans le sujet animaux. Il y a les animaux de compagnie, j'imagine. Les oiseaux, je ne sais plus. Mais voilà, c'est vrai que par exemple, Sony, là, sur ses derniers boîtiers, on a la détection des oiseaux, des voitures, je crois des avions, des insectes, le train. Donc je pense que par rapport à ça, Panasonic va pouvoir travailler et rajouter des modes à ce niveau-là. Alors l'autofocus, c'est une bonne chose, mais je voulais juste rajouter aussi que le Lumix S5 II et les boîtiers, les derniers appareils photo hybrides de chez Panasonic, c'est pas que l'autofocus. L'autofocus, c'est un outil. Et là, heureusement qu'ils l'ont réactualisé, qu'il revient un petit peu au niveau de la concurrence. Mais c'est vrai que Panasonic est aussi très bon sur l'ergonomie de ses boîtiers. On a plein d'outils pour l'exposition, pour l'aide à la mise au point. Tout ça, c'est des outils vraiment très utiles pour la vidéo en tant que vidéaste. Ils ont des options qui sont uniques. Ils ont par exemple la possibilité pour certains objectifs de changer le type de mise au point. Alors ça, c'est pour la mise au point manuelle, mais de passer d'une mise au point non linéaire à une mise au point linéaire, ce qui est beaucoup plus intéressant quand on est en mise au point manuelle. Donc voilà, c'est un boîtier qui a quand même beaucoup d'atouts et tout ne repose pas sur l'autofocus, même si c'est vrai que c'était un peu le sujet principal de cette nouvelle sortie. Louis, vous l'avez passé au labo, j'imagine, le S5 II. Du coup, ce nouvel autofocus, ça donne quoi d'après vos critères de test ? D'après nos critères, on rejoint beaucoup ce que dit Benjamin, c'est que ils ont vraiment musclé leur jeu, si on peut dire. C'est très très bon par rapport à de là où on vient, même s'ils avaient quand même bien amélioré la détection de contraste. Mais là, c'est vraiment le niveau au-dessus. On est toujours un petit cran derrière, effectivement, ce que peut faire Sony ou Canon en basse lumière. Ça marque un peu le pas. Il y a des trucs de reconnaissance où, par exemple, vous prenez le dernier appareil Canon ou Sony, vous mettez un sujet de profil, il va directement détecter l'œil, le sujet va tourner, il va pas lâcher l'œil, enfin c'est très très performant. Chez Panasonic, il faut bien que le sujet soit bien en face pour qu'il détecte bien un visage, qu'il y ait bien un œil, il faut pas que ça bouge de trop vite et tout ça. Donc il y a quand même un petit temps d'adaptation, pareil en rafale. Alors, c'est pas forcément des boîtiers pour le sport, mais ils font quand même du 30 images secondes en rafale, donc c'est quand même pas mal. En obturation électronique, ouais. En obturation électronique, oui, bien sûr. Voilà, donc et avec un rolling shutter assez limité alors que le capteur est pas empilé, ce qui est très honorable. Mais pareil, ça marque un peu le pas par rapport à un boîtier dédié ou par rapport à du Canon ou du Sony. Et en plus, comme disait Benjamin, là, les reconnaissances des sujets, c'est très varié chez la concurrence. De Olympus à Fuji, à Canon, Sony, Nikon, on reconnaît de tout et de rien, des insectes, des oiseaux, des plumes, de ce que vous voulez. Enfin, tous les moyens de locomotion sont dedans, mais Panasonic, eux, pour l'instant, y a les humains, il y a le visage, les yeux, et quelques animaux, mais même pas tous, et ça va pas très loin. Et ça, ok, ils peuvent s'améliorer, mais ça fait longtemps que les concurrents le font
est mieux. Et là, je sais pas pourquoi il traîne un petit peu, parce que bon, après, on peut faire des mises à jour, j'imagine, plus facilement. C'est des choses qui s'implémentent par mise à jour de firmware, et on sait que Panasonic est très coutumier des grosses mises à jour de firmware pour améliorer les performances de ses produits. Oui, en fait, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la manière, la comparaison avec ce qui existe déjà et l'avance prise par les concurrents, et puis il y a la comparaison, moi que j'ai effectuée durant l'hiver, entre le S5 première génération et le S5 II. Et là, effectivement, on constate qu'il y a un monde entre les deux en termes de mise au point, finalement, de réactivité. Donc, Panasonic part de plus loin et on sent déjà qu'ils sont pas si loin que ça, mais il y a encore du boulot. Je trouve que Benjamin résume très très bien les choses et on vous invite à regarder sa chaîne YouTube qui est très bien faite. Super vidéo sur ce boîtier. Et il a fait partie des chanceux qui ont pu assister à la présentation mondiale à Tokyo. Et je trouve qu'il résume bien les choses. Donc, ils sont pas loin, mais il y a encore du boulot. Après, la vraie question, c'est est-ce que finalement, ça va ruisseler sur le reste de leur production ? Est-ce qu'on va avoir bientôt du Lumix G micro 4 tiers avec de la détection de phase ? Ce serait la suite logique. Et donc, on s'en réjouit. Moi, je rêve d'un espèce de G9 ou un GX9 avec... qui sont des boîtiers formidables avec ce genre de ouais, est-ce qu'on va encore avoir des Lumix G entrée milieu de gamme ? Ça, c'est pas dit forcément. Non, mais ou expert, un cousin de l'excellent OM System OM1, ce serait sympathique. Après, j'ai pas forcément contre-vérifié ça avec tous les concurrents, mais apparemment la détection de, même c'est sûr, chez Panasonic, chez le Lumix S5 II, la corrélation de phase ne s'active qu'en autofocus continu. Et donc en autofocus ponctuel, donc un peu le truc par défaut, sans suivi et tout ça, là c'est toujours la détection de phase. Donc là ça marque toujours un petit peu le pas. On va expliquer. Par rapport toujours la détection de contraste, tu veux dire. Oui, détection de contraste. On va expliquer ces différents modes. Non, et par contre, ce qui m'a assez bluffé par rapport au S5, c'est en utilisant notamment des longues focales comme le Sigma 150-600 Sport en monture L, c'est de constater à quel point la mise au point est précise sur des oiseaux, notamment à 30 images secondes sur le S5 II, alors que sur le S5, on a des résultats qui sont pour le moins erratiques. Et là, on se rend compte qu'il y a de réelles limites en AFC avec la détection de contraste seul. On va y revenir d'ailleurs, AFC, autofocus continu, on va expliquer un petit peu tout ça. AI cerveau. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, sur le marché, on observe des grandes différences de performance entre un boîtier entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, peu importe la marque Alors, c'est assez compliqué de répondre à ça, sachant que certaines grosses marques, je pense à Sony par exemple, leur entrée de gamme commence des fois un peu à dater, pour les A6100, A6400, et leurs très haut de gamme sont très 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 performants. Mais quand on regarde sur des constructeurs comme Canon qui ont sorti des produits de façon plus resserrée, quand tu compares un R10, un R50 à un R3 par exemple, t'as pas forcément les mêmes systèmes de rafale et ça, mais sur la reconnaissance pure et dure, sur le suivi des sujets, c'est très équivalent. On l'évoquait, là, le R8 reprend tout le système autofocus et toute l'intelligence du R6 Mark II. Oui. Donc c'est des bonnes choses, ça. Les technologies redescendent. Elles ruissellent, elles redescendent. La différence va se faire sur la mémoire tampon, la capacité à ingérer les données finalement. C'est là que se fait la différence. C'est ça, parce qu'ils intègrent des très fortes rafales maintenant à des boîtiers entrée de gamme. Alors très forte rafale, on n'est pas à 40 images secondes comme sur le R6 II, mais on est à 15 ou 20 images secondes, mais tu as une mémoire tampon de 40 ou 50 images. Du coup, tu cliques quelques secondes. De performance pure d'autofocus, on a assez peu de différence. Non, sur le suivi, la reconnaissance de base, on est très très fort. Ouais. Si tant est qu'on utilise des optiques performantes aussi, parce qu'il faut que les optiques suivent, ce qui n'est pas toujours le cas. On ne va pas acheter un boitié à 1 500 € avec une optique à 3 000 €, vraisemblablement. Enfin, après, mais après, les performances se rejoignent. Je suis un peu plus dubitatif quant aux entrées de gamme de Nikon, qui sont quand même, moi je trouve, un cran en dessous par rapport à leur plein format. Mais bon, après, il faut aussi segmenter les gammes, j'imagine. Donc, voilà. Ok. Bon, on va essayer de s'intéresser maintenant aux caractéristiques du système autofocus embarqué dans un appareil qu'on peut retrouver sur toutes les fiches techniques qui sont plus ou moins digestes à parcourir et à comprendre. Il y a des notions de couverture, il y a des notions de nombre de points autofocus ou plus étrangement des notions de sensibilité. Alors Louis, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces différents aspects ? Alors, la couverture autofocus, c'est tu prends un capteur, tu prends la largeur de ton capteur, 24-36, APS-C, micro 4 tiers et tout ça, et est-ce que
il est possible à ton appareil de faire le point sur toute la superficie de ton capteur. Il fut un temps, non. Il fut un temps, tu étais limité à certaines zones du capteur. Pas si lointain. Sur des moi, réflexes. je me rappelle sur mon 300D, il y avait 6 collimateurs AF qui étaient très 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 proches du centre. C'est ça, uniquement. voilà. Tu pouvais pas t'éloigner du centre forcément, donc fallait vraiment, fallait viser, toi, de façon générale, pour vraiment être sûr d'avoir le point, parce que dès que tu étais un peu en périphérie du capteur, ça, tu pouvais plus faire le point. Aujourd'hui, avec les hybrides, en théorie, on approche des 100% de couverture du capteur, ou alors des chiffres un peu à 91%, 92%. Pas tous, hein, mais voilà, globalement, on est sur des chiffres. On couvre quasiment toute la surface du capteur. Vous avez un nombre de collimateurs, de points autofocus qui est démentiel. Des fois, on est à 200, 300 points, ça paraît raisonnable. Puis on monte à 600, 700, 800. Et quand on est chez Canon, là, on est à 3000, 4000 et tout ça. Je vous fais un petit récap vite fait là sur des grosses références. Donc le Lumix S5 II 779.1f, un Sony Alpha 7R5 693.1f, un Nikon Z9 493.1f et un Canon EOS R3 4779.af. Alors c'est des gros chiffres, ils n'ont pas tous les mêmes tailles ces collimateurs, mais globalement ce qui veut dire c'est qu'en fait dans toute la diagonale du capteur ou presque avec votre joystick ou votre doigt, ou que vous fassiez le point de l'extrême gauche à l'extrême droite au centre, en fait, accrocher. Il s'accrochera, en fait, il arrivera à faire le point. Alors ça fera des cadrages un peu bizarres si vous êtes complètement décentré, mais voilà, la couverture autofocus est quasiment totale sur le capteur. Et que les utilisateurs de réflexes se consolent et se rassurent un petit peu, il existe des modèles qui font bien le job aussi en live view, notamment le D780 qui est un modèle assez hybride, hein, donc on a une visée réflexe et si on le souhaite, donc une couverture rétrécie, on bascule en live view et on va avoir tout ce qui est dans le Z6, Z6 II en live view finalement. On va avoir le meilleur des deux mondes en un boîtier. Mais il est vrai que c'est la principale raison d'être des hybrides aussi. C'est vrai que là, on a une couverture quasi 100%. Alors sur les réflexes, on était concentré sur le centre du capteur, surtout en plein format, ce qui était très frustrant pour jouer des collimateurs et aller sur les bords, quoi. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la plage de sensibilité, hein, qui finalement correspond à la possibilité au système autofocus de fonctionner dans les très hautes et dans les très basses lumières. On lit souvent sur les fiches techniques des boîtiers moins 6 IL. Ça correspond à quoi, moins 6 IL? C'est le Schwarz total? C'est quoi? Moins 6 IL, il fait quand même très très sombre, hein. Quand même, on voit plus grand chose. Nous, on voit moins 6 IL ou pas? Faut avoir une très très bonne vue, hein. Moi je dirais pas que tu vois moins 6 IL. Moi je sais à partir de selon les trucs, moi des fois à moins 4, moins IL, on voit plus grand chose déjà, je trouve, hein. C'est assez sombre et c'est ça que c'est révolutionnaire parce que les boîtiers eux voient dans le noir des fois et ils arrivent à faire le point malgré des conditions de luminosité très 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 basses. Ce qui auparavant, malgré des optiques très lumineuses, tu pouvais pas en fait. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de lumière, ça paraît logique puisque la photo c'est capter la lumière pour reproduire une image, quoi. Et c'est là que la corrélation de phase excelle par rapport à la détection de contraste. Précisons quand même que ces données concernent en général le seul collimateur central ou du moins le groupe de collimateurs central. Si on cherche celui qui reçoit plus de lumière. Absolument. Si on cherche à obtenir une photo nette avec les collimateurs excentrés dans la quasi-obscurité, ce sera beaucoup plus compliqué, voire impossible. Et puis t'es pas à moins 6 IL et F11 aussi, hein, faut aussi voilà, c'est des optiques très ouvertes, très lumineuses, et c'est là que des optiques fabuleuses comme le Noct 58 mm 0,95 ou autre d'aller dans ces extrêmes là, il y a du 1.2, il y a du 1.4. C'est un extrême qui me plaît bien. C'est le petit point voici qui m'a assez séduit. Et voilà. Après, ça veut dire aussi que maintenant, on peut faire des photos par basse luminosité sans problème, là où des smartphones, eux, vont utiliser de la computation d'images pour assembler des images entre elles, parce que justement, ils captent beaucoup moins de lumière que nos appareils photo. Mais de toute façon, on ne fait pas de photos au smartphone, arrêtez. C'est bêtise. Bon, allez, on rentre un peu dans la pratique et dans l'usage. Les systèmes autofocus, hein, sur certains boîtiers, ça peut être littéralement des usines à gaz à comprendre, à paramétrer avec 12 milliards de réglages possibles et imaginables. Donc, on va essayer de faire un peu le tri dans tout ça. Louis, le premier choix à faire au niveau du fonctionnement autofocus, c'est de choisir son mode. Et il y en a deux. Ce qu'on appelle l'autofocus ponctuel ou l'autofocus continu. C'est quoi la différence entre ces deux modes? Alors, autofocus ponctuel ou continu, généralement réduit à des acronymes AF-S, AF-C sur la plupart des boîtiers. Ou sans tirer. Oui, S-AF. Et chez Canon, c'est un peu plus tricky. Alors, sauf Canon, où là, on a des iServo, on a des one-shot. One-shot et iServo. Oui, sont à iServo. Bon, voire iFocus. C'est ça, voilà. Ça n'existe plus, ça, iFocus, je crois. Si.
Donc c'est ponctuel, continu, AFS, AFC. Et oui, donc globalement, c'est AFS qui est ponctuel, c'est une mise au point statique qui fait la mise au point quand vous déclenchez au déclenchement. Souvent, c'est la priorité au déclenchement. Vous cadrez votre photo, vous appuyez, là, le petit carré central devient vert, pop, votre photo est nette. AFC, c'est du continu, c'est ce qui est aussi utilisé pour le suivi, souvent la reconnaissance des visages, où là, d'un coup, vous allumez votre appareil, vous le mettez en AFC, et les meilleurs appareils, vous voyez des gens passer dans le cadre, et là, d'un coup, il va reconnaître les visages, il va faire le point sur l'œil, c'est un peu ce qui peut être utilisé en vidéo, c'est l'appareil qui fait un peu tout seul, il fait la mise au point en continu, en permanence. Pendant un temps, il fallait pas prioriser l'AFS, mais l'AFC marquait un peu le pas, parce que la mise au point en continu, c'était quand même un truc très poussé, très technique. Aujourd'hui, moi, j'ai un appareil photo, même le plus entrée de gamme. Souvent, je ne m'embête pas, je suis en AFC, parce que de toute façon, la reconnaissance est tellement poussée, c'est tellement rapide, tellement performant, que l'autofocus ponctuel ne me sert vraiment que très ponctuellement, quoi. Alors moi, je suis un mec AFS, hein, personnellement. L'AFC, ça me fait flipper. Ta vie personnelle te regarde. Mais ok, tout le monde s'en fout. Mais on a entendu tout à l'heure l'excellent Volker qui un jour m'avait dit, mais en macro surtout, mets-toi en AFC parce que la moindre fleur qui est balayée par le vent ou autre va bouger. Voilà, et pour assurer qu'elle soit nette, mets-toi en AFC et finalement ça marche très bien. Et là, on parle des modes. Je repense à un mode aussi assez fun en termes de mise au point qui est le post-focus qui est proposé sur les boîtiers Lumix notamment, qui permet de faire la mise au point a posteriori. Après. C'est-à-dire qu'on enclenche ce mode, on se met sur pied évidemment, on enclenche une série d'images, en fait c'est une séquence même qui est réalisée, je crois en MP4 de mémoire, et par la suite on peut refaire le point à l'endroit souhaité sur l'image. Alors là on est dans la computational photography dont on parlait pour les smartphones, c'est quelque chose d'hyper ludique mais qui permet d'obtenir finalement une image nette à l'endroit où on le souhaite. Ce qui est assez fun. Oui, d'ailleurs, c'est arrivé sur les smartphones récemment. J'ai testé un Xiaomi 13 Pro qui le fait. C'est vrai que c'est assez marrant. Donc, faut pas trop bouger, faut être sur pied, tout ça. C'est pas à faire tout le temps. Voilà, c'est pas de la street photographie, mais voilà, mais pour des essais en studio, pour s'amuser un peu, ça permet de voir venir. Après, si tu veux vraiment te simplifier la vie, moi je te conseille un Hasselblad X2D Sensei en toute simplicité. Qui lui, c'est pas cher en plus. Il fait mise au point manuel ou autofocus ponctuel. Et puis c'est tout, hein, tu t'embêtes pas plus que ça, donc c'est simplifié au maximum. Et en plus, il est accessible au tout venant. D'accord. Donc, une fois qu'on a choisi si on était en ponctuel ou en continu, ensuite, on peut choisir la manière finalement dont l'appareil va faire fonctionner, va utiliser les fameux points AF qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, on peut dire qu'on veut travailler avec un seul point, qu'on veut travailler avec un groupe de points, qu'on veut travailler avec une zone dans son cadre ou même une bande verticale ou horizontale dans certains cas particuliers. C'est vraiment utile, ces fonctionnalités de personnalisation vraiment très poussées là pour le coup. Comme je disais tout à l'heure, en autofocus continu maintenant, les appareils photo, ils sont très performants et des fois ils sont trop performants en fait. Donc si tu te mets en autofocus continu et que tu fais toute la largeur du cadre, comme on disait tout à l'heure, toute la largeur du capteur, et là il va faire le point partout tout le temps. Et même si tu mets la reconnaissance des sujets, il peut reconnaître tous les passants. Donc c'est très compliqué de canaliser, si tu veux, cet autofocus, si tu laisses vraiment le champ libre complet. Alors sauf s'il y a des sujets particuliers qui s'y prêtent, tout d'un coup tu as des oiseaux qui vont dans tous les sens et tu veux être sûr d'avoir au moins d'en choper un. Donc quand tu restreins plus ou moins le choix des collimateurs, ça permet de vraiment faire le point où tu veux. Donc comme on peut le déplacer à l'envie parce que toute la largeur du cadre ou presque est autorisée, ça permet de faire jouer sur sa composition, jouer sur son point. Moi personnellement, par exemple, quand j'utilise un boîtier ou Sony ou Canon, je vais utiliser ce qu'on appelle un mode de suivi élargi. Il fait le point au centre, mais il autorise la captation de sujets plus ou moins en périphérie, mais il priorise quand même le centre en fait. Donc pour moi, ça me permet quand même d'avoir toujours plus ou moins le point fait où je veux, enfin sur le centre ou là où j'ai placé mon collimateur. Il y a une donnée aussi que je trouve très importante, même plus que le nombre de collimateurs ou le nombre de groupes de collimateurs, c'est le verrouillage de l'autofocus, le temps de verrouillage. C'est-à-dire que par exemple, on peut définir maintenant dans tous les boîtiers experts la durée pendant laquelle la mise au point va être active sur le sujet qu'on a défini. Ouais. Je m'explique, c'est-à-dire que tout sujet qui passera devant ou qui passera entre ce sujet et l'appareil ne sera pas pris en compte pendant la durée. Très bien. Voilà. Si par exemple on photographie un joueur de foot en train de courir avec le ballon et que un autre joueur passe à ce moment-là, donc on est en très longue focale, plan très serré,
entre le joueur et l'objectif, eh bien, si on a défini un temps de 3 secondes, il va l'ignorer et garder la mise au point sur ce jour-là. Et je pense que ça, c'est aussi une donnée qui est très, très importante. Moi, j'ai fait plusieurs matchs de rugby. Moi, j'ai pas joué, je prenais les photos. Et là, je peux vous assurer que c'est vrai qu'effectivement, si on n'active pas un système comme ça, là, les actions sont très erratiques. Et du coup, il y a plein de joueurs qui passent dans le champ et on se retrouve avec des points. Même si on a choisi de faire le point au centre ou sur un côté ou quoi, l'appareil, il fait le point. Alors, il n'y a jamais de photo floue, mais il fait pas forcément le point où vous voulez. Parce que comme tu disais, les systèmes sont tellement performants qu'ils le sont presque trop. C'est tout le paradoxe. Et finalement, avec cette gestion donc des collimateurs ou des points autofocus, on appelle ça un peu comme on veut, il y a toute une notion aussi d'ergonomie qui est hyper importante pour pouvoir à la volée modifier les zones dans lesquelles on veut pouvoir travailler. Moi, je me rappelle d'une fonctionnalité, je crois que c'était Lumix qui proposait ça, où on avait la possibilité, quand on utilisait le viseur électronique, d'utiliser finalement l'écran arrière de l'appareil comme un gros pavé tactile et avec le pouce de venir positionner ces collimateurs actifs là où on veut. C'est toujours le cas, ça ? Absolument, c'est toujours le cas, et pas que Lumix d'ailleurs, Canon ou d'autres le font. On peut même définir une zone précise de la dalle LCD pour s'en servir en tant que joystick, comme tu le dis. Perso, je suis plutôt de l'école joystick pure d'ailleurs. Physique, Physique, comme sur le S5 Mark II, il l'a. Le R6 Mark II de Canon l'a aussi. Ça m'a perturbé d'ailleurs sur l'EOS R8 qui, lui, ne l'a pas. Et donc là, il faut passer par ce que tu dis, Arthur, éventuellement la configuration de l'écran tactile. L'écran tactile peut paraître plus intuitif pour notre génération qui utilise beaucoup de smartphones, mais finalement, avec le nombre de collimateurs, le joystick, ça reste quand même l'outil privilégié. Et quand un boîtier l'a pas, c'est un point négatif au final, je trouve. Après, à ce niveau-là, on peut toujours parler de Canon qui a toujours expérimenté plein de solutions parce que il y a le joystick, il y a l'écran tactile, il y a l'œil, il y a la visée par l'œil depuis le R3. Sur le R3, qu'ils ont réintroduite, sur de l'argentique où en suivant le mouvement de votre pupille, il fait le point plus ou moins vous voulez depuis le viseur, ça marche, c'est un peu déroutant, ça marche pas toujours très bien, ça marche des fois trop bien, donc c'est compliqué à maîtriser. Puis ça se calibre. Et puis ils ont aussi un mini pavé tactile qu'ils avaient instauré sur l'EOS R premier du nom, qui est pas hyper concluant, qu'ils ont réitéré en faisant juste un petit point tactile sur le 1DX3 et qu'ils ont mis sur justement le R3 aussi. T'as un joystick, t'as le visé par l'œil et t'as aussi un petit point tactile qui permet de manipuler les collimateurs. Chez Canon, sur les boîtiers haut de gamme, ils laissent le choix de comment on veut manipuler ces collimateurs. Après, comme on dit, il y en a 550 000 et donc du coup, forcément, il faut avoir plus de choix possibles. Oui, puis grosso modo, on peut dire que quand on arrive aux alentours des 2000 €, tous les boîtiers, qui soient APS-C, micro 4 tiers, plein format, ont un joystick permettant de faire la mise au point, hormis la 7C peut-être de Sony. Non, la 7C n'en a pas. Voilà, mais globalement, tous en ont un. Et celui des S5 II est vraiment bien foutu, mais on pourrait citer celui du Z6 de Nikon aussi. Enfin, globalement. Et puis Hasselblad n'en a pas non plus. À 2000 €, j'ai dit. Bon, Sigma. Écoutez, pour aller un peu plus loin dans ces réflexions, je vous propose qu'on écoute le témoignage d'un photographe animalier qui est déjà venu à ces micros auparavant. Il s'appelle Eric Médard, c'est un grand technicien et il nous explique un peu comment lui, il configure l'autofocus de son appareil sur le terrain. Les autofocus aujourd'hui sont devenus ultra performants. Pour moi, c'est même une révolution, ça, les nouveaux autofocus, au même titre que la même révolution que quand l'autofocus est tout simplement arrivé, quand on est passé de la mise au point manuelle à l'autofocus, parce qu'on a aujourd'hui des systèmes qui sont capables de détecter le sujet et de le conserver sur l'ensemble du capteur. Et ensuite, on peut, alors comme c'était déjà le cas avant, paramétrer la vitesse de décrochage ou le fait de ne pas prendre en compte ou de prendre en compte quelque chose qui passerait devant le sujet ou le sujet qui passerait derrière un tronc d'arbre. Par exemple, moi, dans la photographie de nature, quand je suis en forêt, c'est des choses qui m'arrivent souvent. Mais surtout, ce qui est paramétrable aujourd'hui, c'est de définir aussi des zones de prémise au point. C'est-à-dire, par exemple, qu'on peut définir un rectangle horizontal ou un rectangle carré qu'on peut mettre un petit peu à l'endroit où on veut dans notre cadrage d'image. Et l'autofocus va aller faire prioritairement le point dans cette zone. Et on peut en plus de ça lui dire à l'autofocus, tu ne sors pas de cette zone, ou une fois que tu as attrapé ton sujet, tu peux sortir de cette zone pour continuer à suivre le sujet n'importe où dans l'image. Et donc ça, c'est extrêmement pratique en photographie de nature. Alors, il est devenu aujourd'hui, cet autofocus, tellement performant, c'est qu'en effet, on n'a plus besoin de se soucier de la mise au point.
J'aurais jamais pensé dire ça il y a quelques années, voire quelques mois. Mais c'est devenu tellement performant, en particulier grâce à l'intelligence artificielle qui est embarquée, avec des autofocus qui sont capables de reconnaître les formes, et notamment les animaux, et même plus que l'animal, puisqu'il est capable de reconnaître les yeux des animaux. Et c'est tellement efficace qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à se concentrer sur son cadrage et à faire une mise au point, et à confier la mise au point à 100% au système autofocus. Et je travaille même de plus en plus souvent maintenant avec l'écran. Eh bien, autant avant, jamais je ne faisais d'image avec l'œil en dehors du viseur, autant maintenant, très souvent, pour des positions qui sont assez inconfortables, ou par exemple quand l'appareil est très très près du sol, eh bien, je travaille à l'écran. Et je fais confiance à 100% à l'autofocus, avec des résultats qui sont, dans la quasi-totalité des cas, parfaits. Et donc l'autofocus se débrouille tout seul de la mise au point sur l'œil, de me faire une netteté parfaite. Je n'ai qu'à m'occuper du cadrage. C'est pas la première fois qu'on entend ce type de témoignage, puis cette phrase forte. Voilà, Eric, il fait totalement confiance maintenant à l'autofocus grâce à ces nouvelles technologies qui sont embarquées dans les hybrides. C'est fort finalement comme positionnement. Oui, puis finalement, il a parfaitement résumé ce dont on a parlé, c'est-à-dire la mémorisation de la durée pendant laquelle la mise au point va être effectuée et le choix des collimateurs. Et ça lui permet, surtout lui qui travaille dans les sous-bois, d'utiliser des optiques à très grande ouverture, notamment des télés, ça peut être un 402.8 ou des choses comme ça, et de se concentrer uniquement là-dessus, donc d'offrir des images encore plus créatives et spectaculaires, ma foi. Donc des images qui n'étaient pas possibles de réaliser avant. Et qui n'étaient pas possibles de réaliser avec de telles focales, oui, bien sûr. Moi, j'ai tendance à dire, alors un peu abusivement peut-être, mais que à présent, quand je rate une photo, qu'un confrère va rater une photo, qu'un ami à qui j'ai prêté un appareil photo va rater une photo, parce qu'il a fait une photo floue, parce que ceci, parce que cela, je dis c'est la faute du photographe plus que de l'appareil photo, en fait, qui lui, globalement, alors c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'il y a quand même un humain derrière, mais lui, si on le laisse faire, une fois qu'on l'a bien cadré, mais il fait plus ou moins le job tout le temps, et rater les photos, c'est très compliqué avec les optiques actuelles et les systèmes intégrés maintenant. Ils reconnaissent tellement de choses qu'ils voient mieux que nous, plus loin et plus facilement, quoi. Donc en gros, on n'a plus d'excuses, quoi. Alors, Eric, il l'évoque dans son témoignage, il y a aussi évidemment toutes ces technologies numériques, pour le coup, de suivi de sujet. Là-dessus, c'est un peu la grande tendance du moment. Tous les constructeurs, ils rivalisent d'ingéniosité pour être en mesure de pouvoir reconnaître dans un premier temps, attraper et suivre finalement tout un tas de sujets qui peuvent se déplacer dans le cadre. Et tout ça à l'aide de technologies d'intelligence artificielle et de deep learning. Alors, on a échangé avec Ronnie Student de la boutique spécialisée IPLN, Images Photo Lyon Numérique, et on lui a demandé finalement quelles étaient les attentes et réactions des photographes, ses clients donc, face à ces nouvelles technologies. On l'écoute. Aujourd'hui, l'autofocus, et depuis maintenant de nombreux mois et de nombreuses années, et puis plus le temps passe, plus ça va être vrai, c'est un réel sujet. C'est quelque chose qui, à la fois, va permettre de pouvoir réussir ou pas une prise de vue, que ce soit en photo ou en vidéo. Et c'est un système d'aide qui, aujourd'hui, en gros, permet aussi aux utilisateurs de se reposer dessus en disant, voilà, j'ai presque, je vais schématiser, mais un paramètre de moins à me soucier. Je sais que l'appareil, à partir du moment où je vais lui avoir indiqué le sujet ou le type de sujet qui m'intéresse, il va faire le job. Donc derrière, c'est clairement devenu quelque chose de très important, qui est un problème majeur et qui répond à une demande aujourd'hui des utilisateurs. Le deep learning, les reconnaissances de sujets et d'objets, et tout ce qui est lié à l'IA en règle générale, oui, c'est devenu, là encore, des vrais sujets. On ne va pas considérer que c'est ce qui va faire le choix entre un appareil ou un autre, parce qu'aujourd'hui, là encore, les marques parviennent toutes petit à petit et plus ou moins rapidement, en fonction des constructeurs, à offrir cette possibilité à leurs utilisateurs, mais c'est devenu un argument. Pour ne pas l'avoir vécu moi-même directement, mais pour en entendre parler, comme tu sais, chez nous, l'histoire familiale, c'est vraiment quelque chose. Le passage de la mise au point manuelle à l'autofocus, je vais faire cet exemple-là. Mon père me racontait qu'il avait plein de photographes professionnels, par exemple de sport, qui lui disaient « Ouh là là, mais moi, l'autofocus, jamais je vais m'y fier, j'ai l'habitude de faire ma mise au point manuellement, etc. » Bon, il s'est très très vite rendu compte qu'en fait, c'était idiot et qu'il fallait faire
faire confiance et que ça fonctionnait. Et ben, on est un petit peu là-dessus aussi, c'est-à-dire que les gens disaient au début, oh là là, détection des trains, des oiseaux, des machins. C'était même limite une moquerie de voir chaque fabricant qui allait rajouter un objet ou une forme supplémentaire à détecter. Et ben en fait, aujourd'hui, les gens quand ils viennent nous voir, ils nous disent ah purée, je l'ai, c'est vraiment incroyable. Je voulais pas trop m'y fier, mais en réalité, c'est exceptionnel. Et du coup, eh bien, plus ça va passer, plus ça va encore une fois rentrer dans la norme et permettre, là encore, et ça c'est la progression technologique, de faire en sorte qu'on rate de moins en moins d'images. Donc effectivement, récemment, le S5 II Panasonic est sorti. Il est clair aujourd'hui que le succès du S5 II, et aujourd'hui, voilà, les forces est de constater, les chiffres sont là, c'est un boîtier qui, dans ces derniers mois, a eu un vrai succès, sont en partie dus à l'amélioration et même, je vais dire, à l'explosion des performances sur l'autofocus. Il y a quelques mois en arrière, le S5, par rapport à ses concurrents directs chez Sony ou chez Canon notamment, il était en retrait assez nettement au niveau de ces performances-là sur l'autofocus. Et le S5 II revient dans le game, si je peux m'exprimer ainsi, et peut aujourd'hui décemment être comparé avec un A7 IV, avec un R6 Mark II. Après, voilà, chacun va trouver chaussure à son pied et prendra en compte d'autres éléments dans le choix du produit. Mais le système autofocus, qui était clairement une lacune, aujourd'hui revient dans la bataille avec les autres et on peut du coup se concentrer sur d'autres caractéristiques. Louis, est-ce que tu as bien compris finalement comment fonctionne cette histoire d'intelligence artificielle intégrée aux autofocus des hybrides? Qu'est-ce qu'ils ont d'intelligent finalement ces autofocus? Alors, les appareils photo d'autofocus n'ont rien d'intelligent littéralement au sens propre où ils réfléchissent pas pendant qu'ils prennent la photo. C'est lors du développement de l'appareil, on va bombarder le capteur, le système autofocus de millions d'images et on peut lui dire ça, par exemple, quand on intègre la reconnaissance des véhicules, on va te dire ça c'est une voiture et on va lui envoyer des centaines de milliers de photos de voitures pour lui montrer à quoi toutes les voitures ressemblent. Et du coup, quand c'est intégré au boîtier derrière, quand vous paramétrez la reconnaissance des véhicules, des voitures, dès qu'il y a une voiture qui passe, il va réussir à la détecter parce que initialement au développement, il a ingéré ces photos-là. Donc, c'est pas intelligent comme nous, on peut le concevoir, mais cela repose sur un système d'intelligence artificielle en amont, avant l'intégration à votre appareil photo. C'est ça qu'on appelle du deep learning, du machine learning dans les appareils photo, dans les smartphones, dans beaucoup d'appareils. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait à la volée en temps réel par l'appareil? Pas encore. C'est la suite logique, ça, tu penses? Je sais pas, mais par exemple, quand on prend... je sais pas si l'intégration de l'IA en temps réel, ça sera possible dans des machines si petites. Ça demande énormément de ressources. On parle beaucoup en ce moment de ChatGPT, par exemple. Lui, à ChatGPT, il faut savoir que il réfléchit, on a l'impression qu'il réfléchit en temps réel, mais sa base de données, elle a été intégrée en amont, elle date de mi-2021. Depuis, il n'a plus rien intégré, et quand il fait une réponse, il va se réfléchir en temps réel, mais sur des données passées, en fait. Il apprend rien en continu. Compris. Voilà. Mais après qu'un jour, on aura des appareils photo qui apprendront en continu, on lui mettra un nouveau sujet directement, il dit tiens, ça c'est le portrait de ma mère, elle ressemble à ça, il détectera toujours ta mère après derrière. Tu vois. Oui, je voulais revenir sur l'analogie que faisait Ronnie par rapport à l'arrivée de l'autofocus et les apôtres de la mise au point manuelle, et je trouve que c'est très juste et c'est très pertinent, parce qu'aujourd'hui, on peut refuser le progrès, entre guillemets, mais il faut surtout vivre avec et se rendre compte que les performances sont au service du photographe. Et si on préfère une approche plus sobre, on va dire, ou plus de contrôle de mainmise sur l'autofocus, on peut toujours les désactiver en fait. Donc il ne faut pas avoir peur de ces gros mots que sont le deep learning et etc. Et si on ne veut pas savoir ce que c'est ou ne pas mettre les doigts dedans, on désactive la détection de visage, des yeux, des trains, des libellules, des poneys et autres, et des poneys absolument, les chevaux, et des licornes. Mais c'est vrai que moi, si je peux permettre quelques anecdotes, moi j'ai une collègue qui utilisait un peu son appareil photo, un réflexe Canon 1300D, donc il commence à accuser un peu son âge et qui n'a pas tous ces systèmes de reconnaissance et de suivi, et je l'ai initié succinctement au R6 Mark II pour des photos de safari et compagnie, et je lui ai dit tu vas voir, tu mets la reconnaissance des fauves, des gros chats et tout ça, et le truc qui va marcher va détecter l'œil, et elle me dit mais non, ça marche pas, c'est pas un vrai truc, ça n'existe pas vraiment. Elle dit si, je t'assure que ça fonctionne bien, il reconnaîtra le lion avant même que toi tu l'aies aperçu, le lion, parce que ça marche vraiment très très bien. Et pour reprendre un peu l'analogie aussi des photographes qui n'aiment pas trop l'autofocus, moi des fois je discutais au bord de terrain avec des photographes qui utilisent des réflexes pour le sport,
qui ont des rafales 10, 15 images secondes, c'est très très bien, c'est même très performant. Et aujourd'hui, on a des 30, 20, 30, 40 images secondes, 50 images secondes avec du audio AM system. Et on dit à chaque fois, oui, mais ça sert à rien, machin. Et c'est les mêmes qui disaient 10 images secondes, ça sert à rien, 5 images secondes, ça sert à rien. Ça sert à rien jusqu'au moment où on en trouve une utilité. Et effectivement, on n'est pas obligé de shooter à 40 images secondes. On peut brider l'appareil pour shooter à 10 ou à 20. Mais le fait est que ça existe maintenant et que, bah voilà, à 40 images secondes, l'appareil, il reconnaît un mec à l'autre bout du terrain. Il reconnaît ses cils, ses yeux, le ballon de foot. C'est hyper impressionnant et c'est hyper efficace. On n'arrête pas le progrès, ma chère Lucette. Puis il y a 2-3 photographes qui devraient être plutôt contents d'avoir du 40-50 images secondes pour photographier les 100 mètres au JO de Paris l'année prochaine, hein, je pense. Bon, là, on a beaucoup parlé de l'autofocus, mais par le prisme du boîtier, on n'a pas trop évoqué l'optique. Finalement, c'est quoi le rôle de l'optique dans les performances autofocus d'un système au complet? Alors les systèmes des optiques, les moteurs intégrés aux optiques, certains sont assez anciens. Ils évoluent pas forcément aussi vite que les autofocus intégrés au boîtier, même si certains constructeurs se targuent de mettre des nouveaux systèmes, des nouveaux moteurs plus rapides, plus silencieux, surtout je plus là-dessus, presque plus que sur la vitesse, parce qu'ils se reposent beaucoup sur le boîtier derrière. Et pour l'usage vidéo aussi. Et pour l'usage vidéo, évidemment. Après, on voit aussi des fois que, même avec des optiques très récentes, les boîtiers, avec des très fortes rafales, qui proposent un suivi très efficace avec des très fortes rafales, n'offrent pas cette performance de rafale avec toutes les optiques, parce que les moteurs autofocus, des fois, ils sont ou trop anciens ou juste pas assez performants. Vous prenez un Sony Alpha 1 qui monte à 30 images secondes, il montera à 30 images secondes avec certaines optiques Sony, la plupart des optiques Sony, avec des constructeurs tiers, souvent il va descendre à 15 images secondes, voire un peu moins. Ça vaut aussi le coup pour Nikon ou pour Canon quand on monte des optiques réflexes avec des bagues. C'est bridé réellement ça sur l'appareil ou c'est une sensation qu'on a? Non, c'est bridé réellement. Le constructeur vous dit, voilà, en montant telle optique avec... On ne te proposera pas le 30 images par seconde. Je crois qu'il sera indiqué. Il n'y aura pas marqué pas de 15 ou machin, il y aura marqué juste rafale maximum. Mais dans les faits, tu n'auras pas 30 images secondes ou 40 images secondes. Et donc là, on voit que les moteurs autofocus, les moteurs intégrés aux optiques sont très importants aussi, mais ils ont tendance à évoluer un petit peu moins vite que les systèmes intégrés au boîtier. Tout à l'heure, moi, je citais l'exemple de la comparaison que j'avais faite entre un S5 avec le 150-600 Sigma Sport monturel et le S5 II avec la même optique. Et j'étais surpris que Sigma n'ait pas proposé à l'époque et n'est toujours pas proposé d'ailleurs de mise à jour de firmware puisque le système AF a totalement changé d'un boîtier à l'autre, ce qui tendrait à peut-être montrer que finalement la formule optique est strictement la même que le 150-600 monture E qui existe aussi, et donc il n'y aura pas besoin d'optimiser l'optique à l'aune du nouveau système AF embarqué dans le S5 II. Voilà. Okay. Après moi, dans tout ce que j'ai testé, j'ai jamais, alors hormis les fortes rafales qui peuvent un peu niveler vers le bas avec les optiques constructeurs tiers ou des vieilles optiques réflexes, j'ai jamais constaté vraiment de ralentissement marquant dans le suivi et la reconnaissance des sujets en autofocus continu avec les derniers appareils photo, même avec des optiques peut-être plus modestes comme Samyang ou certaines optiques Tamron ou Sigma, ou même par rapport aux optiques constructeurs principaux. C'est pas à ce niveau-là qu'il y a vraiment une lenteur. Ça peut arriver que des vieilles optiques garent l'air un peu à faire le point, il y a un petit pompage, ça fait du bruit et compagnie. Mais sur les optiques assez récentes, même les constructeurs tiers, même optiques à 500 €, sur des boîtiers hors de prix, là, elle va reconnaître, la reconnaissance des yeux, des visages, des chats, des chiens, ça sera hyper efficace. Donc, c'est vraiment l'autofocus intégré au boîtier qui prend le dessus sur les moteurs de l'optique, mais qui reste néanmoins important. Il ne faut pas non plus les minimiser. Bon, on a évoqué énormément de choses autour de cette technologie d'autofocus embarquée dans les hybrides. Pour terminer, peut-être, Louis, on voit depuis quelques années dans le monde du smartphone l'arrivée de ce qu'on appelle des capteurs LiDAR ou des autofocus laser. C'est quoi finalement ces technologies et est-ce qu'on risque de les retrouver dans les mois, dans les années à venir sur nos hybrides? Alors, un capteur LiDAR, un capteur laser, il peut aider à faire le point en mesurant la position dans l'espace d'un sujet. Par exemple, on a vu beaucoup ça avec les iPhones, et ils mettent ça beaucoup en avant aussi pour leur outil de mesure à la volée. On peut se faire des mesures comme si on avait un mètre, mais sur son téléphone, grâce notamment à ce capteur LiDAR, qu'on voit aussi sur des outils de géologie, des outils d'archéologie, voilà, évidemment. Sur les appareils photo, alors, ça demanderait d'intégrer déjà une cellule en plus, je pense, sur l'appareil, parce que sur les smartphones, c'est souvent décorrélé du capteur, c'est un point à côté. Alors, peut-être qu'ils peuvent l'intégrer au capteur, ça, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux. Et ça demande aussi une puissance de calcul qui est différente. Alors, les processeurs d'appareils photo s'améliorent, mais en fait,
si on faisait le jeu des comparaisons pures entre un processeur de smartphone récent, que ce soit chez Apple ou chez Snapdragon pour les téléphones Android, c'est sans commune mesure. Hein. Les processeurs intégrés au smartphone, ils ont beaucoup plus de peps, beaucoup plus de jus et de puissance de calcul que ceux des appareils photo, même s'ils tentent à s'améliorer. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment une évolution matérielle et logicielle assez conséquente. Et je ne sais pas forcément si les constructeurs d'appareils photo, ils ont vraiment envie d'en arriver là par rapport où ils sont déjà au niveau de l'autofocus qu'on a actuellement en fait. Oui, est-ce que c'est pas plutôt sur les capteurs qui vont concentrer leurs efforts sur de nouveaux types de capteurs? Ça fait plusieurs années qu'on émet des hypothèses déjà, donc pour l'instant on peut juste imaginer plein de choses, consulter la boule, mais voilà, on n'en sait pas plus. Bon, on va conclure là-dessus et mettre un terme à cette discussion.